Bonsoir à tous et bienvenue. C'est le Club des Sports qui reprend comme tous les mercredis sur les antennes de la RTS1. Ce soir, nous allons parler de basket. Nous allons également parler de football avec un jeune prodige, Amara Diouf, qui est dans des soucis depuis quelque temps. Mais d'abord, on revient sur le parcours de l'équipe du Sénégal lors de la fenêtre FIBA avec les 3 victoires engrangées et surtout les soucis qu'il y a eu, puisque vous avez tous suivi la sortie de l'entraîneur Desagana Diop, qui a fustigé un peu les soucis de préparation, notamment de disponibilité des billets, des faits qui ont fini par agacer l'équipe en général. Avec moi sur ce plateau, Aaron Nadem, bonsoir. Bonsoir Tierno. À vos côtés, Moustapha Sadio, bonsoir. Bonsoir Tierno. Et puis Pape Alassane Diaye, bonsoir. Bonsoir Tierno, bonsoir à tout le monde. Alors, Arona, c'est la sortie de Desagana Diop qui dénonce un peu une situation. L'équipe a reçu tardivement les billets. Ils ont dû attendre pendant de nombreuses heures dans le hall de l'hôtel pour avoir des chambres, des choses qui auraient dû être réglées depuis. Mais on a l'impression que c'est devenu un disque rayé parce que c'est une histoire qui se répète. Ce n'est pas la première fois que l'équipe nationale de basket, les équipes nationales d'ailleurs de basket garçons et filles, se retrouvent dans des situations où à chaque fois ils sont obligés de faire des coups de gueule pour justement que les problèmes soient réglés. Bien, je commençais d'abord par dire que c'est assez regrettable puisque l'entraîneur a d'autres préoccupations à devoir gérer que ce genre de détails. C'est vrai que la fédération a cherché à faire dans la diplomatie, dans le politiquement correct pour ne pas heurter le ministère, parce que les faits sont là, c'est le ministère qui est responsable de cette situation-là. C'est l'État du Sénégal qui doit prendre en charge les équipes nationales. Et représente le Sénégal. S'il se qualifie demain à la Coupe d'Afrique, le drapeau national leur sera remis ou par le président de la République ou par le ministre des Sports. Donc ils partent pas de... C'est pas un club qui va en compétition, qui est une association privée, où on peut dire, bon, ça ne nous concerne pas. Donc c'est des faits assez regrettables et effectivement récurrentes, c'est pas nouveau. Ça fait quand même une quinzaine d'années que ça dure. À un moment donné, on avait dépassé ce stade-là. On avait un peu trouvé les bonnes formules ou les bonnes solutions pour qu'on ne se retrouve pas dans ces difficultés-là. Mais depuis quelques mois quand même, on a l'impression que, pas seulement pour le basket, mais pour beaucoup de disciplines, on est revenu en arrière, des années en arrière, dans le schéma de la mauvaise gestion, de la mauvaise planification des déplacements de nos sélections. Parce que cette fenêtre-là, ça fait un an que tout le monde sait que le Sénégal joue au mois de novembre une fenêtre de qualification à Dakar. Ce n'est pas nouveau. La fiche d'opération de la fédération... Le directeur ou le mois d'octobre. Le mois de septembre. Septembre à novembre quand même, Tierno, c'est assez... La fiche d'opération, effectivement, est partie là-bas depuis le mois de septembre. Ils ont eu au minimum 2 mois pour pouvoir anticiper sur ces problèmes-là. J'ai écouté, je l'ai suivi sur Galaxy quand il a expliqué, mais je pense quand même que pour un cadre du argument, mais tout simplement, le constat, il est là. Les équipes nationales des Sénégalais, en tout cas en général, ne sont pas traitées de la même manière par l'État du Sénégal qu'ils sont censés représenter. Et c'est là où se situe la difficulté, parce que le traitement qu'on réserve à un simple... judoka ou un simple nageur qui va participer à une compétition pour représenter le drapeau du Sénégal, ce n'est pas le même traitement qu'on oserait réserver à un footballeur sénégalais. Ce n'est pas le même traitement qu'on oserait réserver à un ministre de la République qui va en mission pour le Sénégal. Alors qu'ils sont au service du Sénégal. Ils vont représenter le Sénégal dans un domaine bien précis. Et donc, on doit faire attention à ce genre de détails. C'est important parce que le basket aurait pu ne pas discuter tout simplement cette fenêtre parce qu'il y aurait des joueurs qui n'auraient pas pu faire le déplacement. Et on sait qu'il y a une bonne partie des charges financières de cette organisation qui ont été supportées par le président de la fédération lui-même. Et ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi je disais l'autre jour à quelqu'un, quand vous êtes président, vous levez la main que vous voulez diriger une fédération dans ce pays-là, assurez-vous d'avoir les poches suffisamment remplies pour régler des problèmes par anticipation, parce que tout ce qui est quoi, c'est vous qui êtes appelé à gérer pour éviter qu'il y ait des incidences. Sinon, c'est le forfait, c'est des conditions de travail difficiles pour les entraîneurs, c'est des joueurs qui n'arrivent pas à s'entraîner normalement. Vous imaginez de novembre, en fin novembre, et les Lions qui arrivent à l'hôtel, on leur dit vous ne rentrez pas parce que ça n'a pas été payé. Donc depuis septembre, l'État n'a pas trouvé les moyens de payer ou bien de trouver un hôtelier dans ce pays-là capable de loger l'équipe nationale le temps qu'on trouve de l'argent ou qu'on trouve une solution alternative. Les billets, c'est pareil. À l'époque,
la direction de la compétition recevait les fiches d'opération, le DAGE du ministère des Sports, avec son agence de voyage, ou en tout cas ses services, trouvait les billets d'avion qu'on envoyait aux joueurs. Vous avez vu au football, à un moment donné, on demandait aux joueurs de payer leurs billets. Arrivé en équipe nationale, on a pris un tarif. Il fut un temps, c'est 1 500 000. D'où que vous veniez, on vous rembourse votre billet. C'est comme ça qu'ils ont trouvé la solution pour régler. Les joueurs ont les moyens, payent leurs billets, arrivent. Une fois sur place, on leur rembourse. Parce qu'ils se retrouvaient tout le temps dans une situation où les gens, à la veille de leur déplacement en sélection, n'avaient toujours pas reçu parce que les billets étaient émis par les services de l'État qui ne faisaient pas le travail correctement. En fait, il y a un minimum de professionnalisme qui doit exister chez les compétiteurs, donc les joueurs de nos équipes nationales, un minimum de professionnalisme au sein de leur encadrement, qu'il soit technique ou administratif, c'est-à-dire des fédérations. Les fédérations se professionnalisent, essaient de trouver des solutions. Mais si dans le même temps, les administratifs de l'État ne sont pas professionnels et qu'ils ne prennent pas la chose suffisamment au sérieux, on se retrouve tous dans ces situations-là. Parce que ça, c'est de l'amateurisme de dire aux gens, les billets ont été émis à quelques heures du départ d'un jour. Son club même aurait pu le retenir en lui disant, j'ai pas vu le billet d'avion ou j'ai pas vu la convocation. Donc, c'est de petites compétitions. On est passé à la direction du sport de haut niveau, mais la manière de faire et la gestion de ce service-là demeure la même. Parce que c'est quasiment les mêmes hommes qui sont là. Et ils fonctionnent selon les mêmes méthodes. Peut-être c'est des méthodes de l'administration, mais ils gagneraient aussi à se hisser à un niveau plus professionnel pour pouvoir éviter ces errements-là. Parce que quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences, étant donné que c'est l'État qui prend en charge, s'il y a faute, on dira toujours que c'est la faute de l'État. Ceux qui sont censés les informer, leur donner les bons éléments et autres, on dira toujours. La semaine dernière, on parlait ici de la réservation du stade par le judo et le basket pour une compétition au même moment. On a trouvé une solution parce que deux structures de l'État qui avaient donné un accord là, un autre accord là-bas. Mais étant donné que l'État est une seule entité, une solution a été trouvée. De la même manière, si les gens avaient anticipé ces difficultés-là, Desagana n'aurait pas eu à venir faire ce coup de gueule et même aller dans la menace parce qu'il n'a pas quand même à menacer son pays, en quelque sorte, entre guillemets, d'exploser et dire ce qu'il pense et mettre tout sur la place publique. Absolument. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il le dit, il a cité Boniface Ndong, qui a vécu quasiment la même situation, sauf qu'à la différence de Boniface, Boniface a peut-être mal géré la situation, mais c'était quasiment c'était la même chose. Ils se sont retrouvés dans un aéroport pendant des heures parce que ils ont dormi à l'aéroport. Voilà, l'État n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de problème de visa. Donc c'est ça qui fait que l'équipe-là, il y a de la colère. Et certains joueurs avaient vécu cette situation avec eux. Il y en a qui l'ont vécu 2 fois. Parce qu'il y en a qui étaient dans ce groupe-là quand ils ont été pris au piège, on va dire, dans un aéroport. Ils ont été obligés de dormir à même le sol. C'est quand même vraiment regrettable pour une équipe nationale. Et il est clair, Aruna l'a rappelé, que c'est même le deuxième sport collectif le plus suivi dans ce pays et le plus titré. Absolument. Et même pour ceux qui n'ont pas cette aura-là, je veux dire, il y a même les sports individuels qui traversent également ces difficultés-là. Mais c'est une situation, malheureusement, qui n'a pas été réglée parce que c'est quelque chose qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps. Avec Boniface, c'était il y a à peine 2 ans, pour que les fédérations trouvent un minimum. Parce que aussi, il y a une situation que moi je déplore, c'est d'accepter d'accueillir une fenêtre avec la FIBA où tu prends quasiment tout en charge. C'était 178 millions pour 3 jours de compétition. Au moment où, depuis le début, le ministère aussi a alerté sur les moyens limités ou même inexistants au niveau financièrement parlant. Donc, parfois, je pense qu'il y a des fédérations qui font comme si cette situation-là n'existait pas. Donc pour moi, quand l'autorité vous dit on n'a pas les moyens, il faut trouver des solutions. Je veux dire, accueillir... C'est l'État qui a donné son accord, sinon la fédération n'aurait jamais organisé ici. À un moment donné, je pense que quand cette situation dure, est-ce qu'elle est limitée? Mais je veux dire, quand une situation se pose... L'entité qui organise a une délégation de pouvoir de l'État.
Et cette entité, avant de prendre l'engagement, quelle que soit la discipline, avant de prendre l'engagement d'organiser sur le territoire sénégalais une compétition internationale, vous devez avoir l'accord écrit du ministère des Sports. Ils ont cet accord-là. Je me demande juste à Maintenant, quel moment la fédération n'avait pas demandé au ministère de prendre en charge les 170 millions de l'organisation. Ce qu'il demandait, c'est la prise en charge de l'équipe nationale. Et même si l'équipe devait voyager... Babacar Dia disait que si l'État nous subventionne à hauteur de 75 millions, nous, on pourrait gérer les 100 millions restants. Je veux dire, les compétitions de la FIBA aussi, je pense qu'on ne peut pas continuer à les accueillir à un moment donné, parce que c'est des compétitions où tu prends en charge tout. Ouais. Pour que des gens de la FIBA viennent se prélasser ici pendant 3 jours, voire une semaine, voire 10 jours. Non, c'est inacceptable en fait. Il faut que, quand on accepte d'accueillir une compétition, que ce soit comme pour la CAF, où il y a des choses que l'organisation, la CAF également... Vous avez vu le Ballon d'Or, la CAF nous a supporté 800 millions de francs. Ça, on s'en souvient. Mais je veux dire par là que quand la FIBA vous demande d'organiser quelque chose, vous organisez quasiment tout, prenez tout en charge. Est-ce que certains pays ne souhaitent pas organiser? Comme le cas du Sénégal, on a fait le choix d'organiser parce qu'on s'est dit qu'en organisant, on multiplie nos chances. Ouais, mais le Sénégal n'avait pas besoin de ça. Même si c'était au Gabon qu'on avait organisé ça, on serait parti au Gabon et avoir 3 victoires, voire 2 victoires. Parce que je veux dire par là que le basket sénégalais chez les hommes, là où même le 3e peut se qualifier, n'a pas besoin... Parce que c'est des charges que tu vas supporter. Je veux dire par là qu'à un moment donné, peut-être qu'il était plus opportun de renoncer à l'organisation de cette compétition-là. Parce que ces derniers mois, on a vu toutes les difficultés que le ministère des Sports a pour assurer, on va dire, les déplacements dans les grandes compétitions également, même s'ils ont assuré ce qu'il fallait lors des Jeux Olympiques en donnant quasiment 12 millions à chaque athlète qualifié, que ce soit les athlètes valides et les autres. Je sentais que ça allait être compliqué même financièrement. Et quand M. Babacar Ndiaye disait en conférence de presse, je suis sûr et certain que le ministère sera sensible pour nous subventionner à hauteur de 75 millions et tout. Il était sûr et certain, et ça au final, c'est comme s'il a parié et il a perdu en fait. Même si je sais que ce n'est pas de sa faute, il a essayé de sauver les mêmes. Et voir la fédération même supporter quasiment 70% de ce budget-là, je trouve ça déjà très très injuste pour une fédération qui n'a pas autant les moyens. Donc il faut prendre en compte également les soucis financiers. Moi, les compétitions de la FIBA, si c'était moi, je ne les accueillerais jamais. Parce que non seulement même quand tu gagnes, tu n'as absolument rien. Financièrement, tu es perdant sur toute la ligue, à part le prestige de soulever un trophée. Et nous, on ne le soulève même plus depuis 1997 chez les hommes. Donc c'est tout ça qui doit rentrer en compte, mais il faut quand même mettre l'État devant ses responsabilités. C'est que le traitement que le football a, il faut que le basket et les autres sports aient au moins la moitié de ce traitement-là, parce que là, il y a une vraie disparité de traitement. Et c'est hôtel et tout, rééquilibré, parce que au-delà des questions financières, c'est surtout l'organisation qui pose problème. C'est surtout ça que l'organisation, mais d'anticipation aussi. Je pense que si ce problème avait réellement été anticipé, même avec des fonds qui n'étaient pas forcément présents, on aurait pu trouver une parade à ce qui s'est passé. Parce que son coup de gueule à De Sagana, il est totalement compréhensible. Tu ne peux pas être un technicien de très haut niveau. Tes joueurs qui viennent d'arriver après un long vol, ils sont incapables de rejoindre leur chambre d'hôtel alors qu'ils ont des matchs dès le lendemain. Le Sénégal a eu 4 jours de préparation, moins que les adversaires contre lesquels le Sénégal devait jouer. Donc c'est un souci je ne sais pas à quel niveau, par contre, l'anticipation a failli. Je ne sais pas si c'est la direction des compétitions, le ministère des compétitions devait se tenir. Maintenant, il y a un problème également avec la FIBA Afrique. La FIBA Afrique tarde trop, surtout, également, à attribuer et à désigner les lieux de compétition. Parce que si elle te désigne, tu prends tout en charge. Donc forcément, les autres... Mais en fait, par contre, je ne comprends pas. On aurait dépensé moins d'argent, en tout cas, le ministère aurait dépensé moins d'argent si ça s'était passé au Cameroun ou au Gabon ou au Rwanda. Donc pourquoi avoir voulu organiser ça? Parce que puis aller chercher cette qualification ailleurs, sans forcément se tirer une balle dans le pied, mettre à nu même
notre manque d'organisation, parce que ça, c'est un peu honteux quand même. Je suis désolé de le dire, parce que ça a dû faire le tour un peu, même s'il a parlé en Wolof. Il a attendu la fin de la conférence de presse, disons entre guillemets légale, pour ensuite faire ça. Parce que c'est lui-même qui a demandé aux journalistes d'attendre. De parler en Wolof. Dans la conférence, oui, mais après les articles, ils vont être écrits en français, ça va faire. Et vraiment, c'était pas. Je pense que de ces gars-là, lui, moi, j'ai rien à le reprocher. Au contraire, par contre, c'est un coup de pied dans la fourmilière qu'il fait. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il a raison de le faire. Maintenant, ça aurait pu être évité. Ça aurait vraiment pu être évité. On est le Sénégal. On est quand même la troisième, voire la deuxième nation de basket en Afrique après l'Angola. On est peut-être la première. On est la première. Si on fait le cumul des trophées, le Sénégal. Si on fait le cumul, effectivement. Même si ça fait longtemps qu'on ne gagne plus, il faut quand même oser le dire. Maintenant, voilà, maintenant, là, à partir de là, il faut que ça fasse jurisprudence. Enfin, jurisprudence, je ne sais pas si c'est le mot, mais il faut que ça soit qu'il y ait un avant et un après le coup de gueule de Le problème, c'est que les coups de gueule, il y en a eu souvent. Et l'impression générale que j'ai, c'est que ça ne change pas. Celui-ci a eu une plus grande portée. J'ai l'impression. Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, peut-être que je n'étais pas sur le territoire. Il y a eu des coups de gueule pires que celui-là. Maintenant, autre chose. Par rapport au fond, je veux dire, à la décharge du ministère des Sports, là, on est en fin d'année. Je pense que les fonds qui étaient alloués à l'organisation, parce qu'en fait, les fonds qui étaient en possession du ministère des Sports, c'était pour les organisations de compétitions internationales et pour les déplacements. J'ai l'impression que cette compétition-là n'était pas prévue. Oh ouais, c'est ce que Cher Fall a dit sur le Elle n'était pas prévue forcément. Au mois de septembre, voilà, donc après, j'ai même envie de un peu dédouaner le ministère des Sports, parce que quand le budget a été voté en début d'année, je veux dire, ils étaient pas, personne ne savait, en tout cas en janvier, qu'en novembre 2024, en fin d'année, que le Sénégal allait organiser cette fenêtre-là. Donc tout ça, c'est un peu alambiqué. La FIBA Afrique a une part de responsabilité également, comme souvent, comme tu le dis. Donc voilà, je pense que les responsabilités sont partagées. Il va falloir maintenant essayer de parer à ça, de ne pas forcément se jeter dans des organisations. Que sur les problèmes d'organisation. Maintenant, il l'anticipe. Vous l'avez dit, il a menacé. On va dire qu'il a. On ne prend pas ça pour une menace, n'est-ce pas? Disons qu'il avertit. Maintenant, il y a une deuxième fenêtre. Ce sera au mois de février. On va dire, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'argent, on ne pourra pas dire qu'il. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le ministère doit faire pour que ce genre de choses ne se retrouvent plus, ne se répète plus, et surtout en sachant que aujourd'hui, le mois de février, on pourra pas, certains jours ne seront pas disponibles, donc il va falloir aller faire la préparation hors du Sénégal. Parce que le même mal qui a frappé le sport sénégalais au mois de novembre va le frapper encore plus fort au mois de février. Parce que qui connaît les finances publiques de l'État, c'est que les budgets sont disponibles en mars. Oui. Au mois de février, il n'y aura pas d'argent. Entre novembre et février, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Ça, c'est de l'histoire connue. C'est ce que dit l'État. Parce que moi, je suis désolé. Si un État n'est pas faillite, il ne peut pas me dire à tel moment de l'année, je n'ai pas d'argent. L'argent doit être là, parce que l'argent est décaissé sur des trimestres. Pour avoir travaillé dans l'État, je peux dire que c'est un argument qui ne tient pas. Quand l'État veut avoir de l'argent, il a l'argent. Maintenant, je parle de l'État au sens large. Maintenant, un ministère peut avoir des difficultés pour trouver de l'argent. Mais le ministre qui a du mal à trouver de l'argent, il a un patron. Il a un patron premier ministre, il a un patron président qui peuvent décanter des situations. Si on avait déclaré forfait, qu'est-ce qu'on allait dire? On est éliminé parce qu'on n'a pas pu finalement participer au tournoi, faute de billets d'avion. Parce que le débat ne se pose pas en termes... pour moi, le débat, c'est pas est-ce que l'État avait les moyens d'organiser le tournoi à Dakar ou pas. L'État a donné son accord, la fédération organise, c'est à elle de trouver les moyens d'organiser. Ce qu'on a demandé à l'État, c'est de prendre en charge l'équipe nationale du Sénégal. C'est le problème de l'hébergement de l'équipe nationale et son billet d'avion. Les billets d'avion pour les joueurs. Parce qu'il faut rappeler que sur le tournoi, sur cette organisation-là, ce que la fédération a demandé à l'État, payer les billets d'avion de nos joueurs pour qu'ils quittent leur club, viennent au Sénégal jouer et payer leur hébergement à l'hôtel pour les 4 jours d'avant et les 4 jours de compétition. Ça fait environ 8 à 9 jours maximum, en tout cas moins de 10 jours de frais d'hôtel. Si l'État du Sénégal n'est pas en mesure de payer des billets d'avion... Il paraît qu'il y avait une ardoise aussi laissée par l'ancien ça renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'on
ne prend pas en charge les choses de la bonne manière. Parce que si vous donnez de l'argent à tous les hôtels, à chaque hôtel chaque compétition, vous changez d'hôtel parce que vous n'avez pas payé l'intégralité du montant. Chaque fois que vous allez faire le tour des hôtels, ils seront finis. Bientôt, aucun hôtel ne va vous ouvrir ses portes. C'est la même chose avec les agences de voyage qui vous prêtent des billets d'avion, vous ne payez pas parce que vous faites un bon de commande, on envoie les billets, après vous ne payez pas la facture. Et puis, le basket, ce n'est pas le football. C'est au football que vous avez une facture de remboursement de... Même si c'est 20 millions. C'est pas que les 20 millions sont présents. Mais je pense que pour les sortir, il y a tout un circuit. Il y a une série de signatures. Ce n'est pas une question. C'est une fiche d'opération que les fédérations font. Au mois de septembre, la fédération de basket a envoyé sa fiche en disant de telle date à telle date, on a compétition, la préparation de telle date à telle date. Ils ont remis au ministère des Sports. Vous prenez tel et tel poste de dépense. Parce que le ministère n'a pas dit on prend en charge le budget de l'organisation. Il a dit c'est clair. Ils ont dit on va appuyer dans la mesure de nos moyens. C'est clair. Par contre, le ministère des Sports est obligé de prendre en charge l'équipe nationale parce que c'est l'équipe nationale. Au football, le ministère des Sports prend en charge qui? On parle des trains de vie de l'équipe nationale, mais en réalité, de football, qui sont mieux traités et tout, mais on leur demande qu'une chose, prenez en charge l'équipe nationale A, billets d'avion, hôtel et primes. Toutes les autres sélections nationales sont prises en charge par la fédération parce qu'elle a les moyens de le faire. Au basket, on demande à la tutelle billets d'avion et hôtel pour un tournoi. Au mois de septembre. Au mois de septembre, quand la fédération voulait organiser. Au mois de septembre. Non, mais au mois de septembre, quand la fédération écrit au ministère des Sports pour dire au mois de novembre, on va abriter la fenêtre, le ministère des Sports était en droit de répondre en leur disant au mois de novembre, on n'a pas d'argent, vous ne pouvez pas accueillir la fenêtre. Parce que si le ministère des Sports le dit, la fédération dit à la FIBA, on ne peut plus. Ils vont aller chercher ailleurs. C'est aussi simple. Ce n'est pas compliqué parfois. Hein. C'est les gens qui se compliquent la vie. Mais cette fenêtre-là, je suis sûr d'une chose. Tu avais parlé de 75 millions que la fédération demandait de participation aux frais d'organisation. Mais je suis sûr d'une chose. La prise en charge de l'équipe nationale, billets d'avion, hôtel et tout, n'aurait pas coûté à l'État du Sénégal 40 millions. Non, j'ai dit 40 millions. Les billets d'avion et toute la préparation de l'équipe du Sénégal, les déplacements et tout, je suis sûr que si vous regardez la fiche d'opération, ça ne fait pas 40 millions. Pas plus de 40 millions. Si l'État ne peut pas dépenser 40 millions pour l'équipe nationale de basket du Sénégal, là où il est capable de trouver 150 ou 200 millions pour louer un avion pour l'équipe nationale de football, c'est qu'il y a un problème au sein de cet État-là. Et c'est ce problème qu'il faut régler. C'est pourquoi je dis, si on a les difficultés qu'on a aujourd'hui, on les aura au mois de février, parce qu'au mois de février, le budget de l'État n'est pas en place. On le vote normalement en novembre. La session budgétaire. Et ensuite, le budget est validé et au mois de janvier, février, la régie financière le ministère des Finances commence à mettre en place le budget pour qu'au mois de mars, on commence à décaisser. Et là, le budget, l'Assemblée n'est pas installée, le budget n'est pas voté, il va être au mois de décembre. L'État peut faire des lettres de garantie Non, l'État peut des lignes de crédit qui sont dans le budget de l'État, qui permettent à l'État de fonctionner. L'État ne peut pas être en situation de ne pas fonctionner. C'est une question de priorité et de choix et de décision politique. C'est tout à fait, c'est même pas une question de sport, hein, dans certains cas de figure. Le fait que l'équipe nationale puisse être mise dans de bonnes conditions, ça n'a rien à voir avec la possibilité que l'État ait les moyens ou pas. Si l'État décide politiquement qu'il a les moyens de le faire, il le fait. S'il décide politiquement qu'il ne le fait pas, il dit à la fédération, on n'y va pas et on y va anticiper ce problème. Alors justement, si le problème... Je veux dire par là que le Sénégal ira à la fenêtre de février. C'est ce que je pense. Si cher que ce qu'on vient de vivre quand on a accueilli la fenêtre, parce qu'on a accueilli également 8 nations et les cadres de la FIBA. Je veux dire, hein, aussi, il y a le fait que si la fédération a pu mobiliser, grâce également à on va dire, aux moyens de son président, Maître Babacar Ndiaye, elle pourrait mobiliser une somme qui ne va pas arriver à 175 millions. En réalité, pour se déplacer à la prochaine fenêtre, je ne sais même plus, ce sera où en février. On n'a pas encore décidé. Justement, ça c'est un problème. C'est incompréhensible qu'on ne sache pas à quelques mois où est-ce qu'on va se jouer. Et que ça va se passer comme ça. La fédération pourra demander, comme Aruna le rappelait, la prise en charge de l'équipe, de son transport, de son hébergement, dans le lieu qui sera décidé, et que si à ce moment-là il n'y a pas de fonds
Aruna a beaucoup plus d'expérience que nous en ce qui concerne la disponibilité. Souvent, c'est quelque chose qui date de trop longtemps pour qu'on le c'est les 3 premiers mois de l'année. C'est souvent difficile pour que l'argent soit disponible. Mais comme Aruna le rappelait, pour les autres secteurs névralgiques du pays, ça va continuer à fonctionner. Et il a aussi dit, c'est une question de priorité. Et moi, je suis un grand défenseur du sport, mais je trouve qu'en termes de priorisation, le sport n'est pas forcément une priorité. C'est la vérité, en fait. Il y a une chose qui se... Oui. Défendre les couleurs de son pays, c'est pas une priorité. En fait, il ne faut pas réduire le sport au sport, à l'activité du sport. Mais toi, tu vis dans quel pays? Le sport est relégué au second plan dans ce pays. C'est la réalité. Il y a des secteurs névralgiques qui sont plus prioritaires. C'est une priorisation. Mais depuis quelques années, quand même, le budget du sport, du ministère des Sports est tout le temps en hausse. Oui, donc, là aussi, on que ce peut soit en hausse. Les autres à secteurs, 0,0 quelque chose pour cent. On n'a toujours pas atteint 1% du budget ne national. serait-ce que Alors dans d'autres pays africains, on est à 2 ou 3%. Ne serait-ce qu'en valeur absolue, la valeur du sport dans le budget national, ça au moins, ça te permet de savoir qu'est-ce qui est priorité. Très bien. C'est tout. Moi, le budget du ministère des Sports est moins important que le budget de la Fédération ivoirienne de football. J'ai compris ce que tu veux dire. Le budget du ministère des Sports du Sénégal, c'est moins que le budget de la Fédération ivoirienne. Je pense qu'il dit qu'il comprend. Je suis un grand défenseur du sport, mais je cautionne. Vraiment, je cautionne. Ah, tu cautionnes? Oui, moi, je cautionne pas. Moi, je cautionne pas. D'accord. Alors, sur ce, on va passer au deuxième thème tout de suite. Voilà, le deuxième thème concerne une pépite. Là, on parle de football. Amara Diouf, la pépite sénégalaise, je pense que tout le monde connaît, qui a obtenu gain de cause avec sa famille il y a quelques semaines, puisqu'il était en conflit avec la Fédération sénégalaise. Il était en conflit avec son club Génération Foot. Génération Foot qui lui avait signé un contrat de 4 ans, alors que les textes disent, de la FIFA notamment, qu'on ne peut pas signer un contrat de plus de 3 ans pour un mineur. Alors, ils sont allés au niveau de la chambre des litiges de la Fédération, qui lui a donc donné raison. Et on s'interroge, quel est l'avenir de ce jeune garçon? Est-ce qu'il est en danger? Un jeune prodige, beaucoup de talent, découvert peut-être par Génération Foot, ou peut-être Génération Foot a su l'exploiter avant. International, il a joué avec l'équipe A'. Mais aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a tellement d'enjeux autour de ce garçon que finalement, sa carrière pourrait peut-être en pâtir. Parce qu'il faut rappeler que l'une des raisons qui ont poussé sa famille à, disons, contester un peu le contrat, c'est qu'Amara Diouf, aujourd'hui blessé, il a suivi une opération des ligaments croisés, mais Génération Foot l'aurait fait jouer pendant quasiment toute une saison avec cette blessure-là, sous injection. Oui, c'est vrai que cet état de fait-là, quand même, pose problème. C'est-à-dire mettre en danger la carrière d'un aussi jeune joueur pour ses propres raisons personnelles, enfin, si c'est avéré, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment vrai. C'est pour ça que j'utilise le conditionnel. Voilà, si c'est vrai que c'est très grave. Maintenant, concernant son avenir, je ne dirais pas que le garçon est en danger. Tout dépend de la manière dont il sera entouré, dont il est entouré, je ne sais pas quel agent va prendre en charge maintenant. Il a signé avec un groupe qui s'appelle Dodossi, voilà. Un agent marketing sport basé en Uruguay. Voilà, exact. Voilà, j'avais cru comprendre que c'était par des Uruguayens. Maintenant, est-ce que c'est le bon choix? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais moi, je suis pas quand même. Je n'ai pas envie de faire un commentaire sur ça sans parler du fait que l'Académie Génération Foot, quand même, quoi qu'on dise, hein, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est vraiment vrai qu'ils ont fait jouer le garçon avec sous infiltration. Mais s'ils l'ont pas fait, s'ils n'ont pas fait jouer Amara Diouf sous infiltration, Génération Foot est lésée quand même, parce qu'ils vont perdre quand même beaucoup d'argent, tout l'argent qu'ils ont investi sur le jeune, que ce soit son éducation, sa nourriture. Pendant des années, il a été pris sous l'aile de l'Académie Génération Foot. J'ai même envie de parler presque d'injustice, que sa famille se détourne autant de l'Académie, qui a tout misé sur lui pour aller confier l'avenir du joueur à une agence.
Maintenant, ce sera une façon peut-être pour les académies africaines maintenant d'essayer de trouver je veux dire, une jurisprudence au niveau de la CAF ou de la FIFA plutôt sur ce délai de 4 ans-là. Parce qu'à ce moment-là, on ne signe plus d'enfants de 13 ans. Enfin, je veux dire, on va les prendre à partir de 15 ans. Tu sais qu'à 15 ans, tu peux les signer 3 ans et ils seront majeurs après. Mais est-ce que c'est bénéfique vraiment pour le football africain? Je pense qu'il y a ce petit paradigme-là qu'il va falloir que les académies, en général, essayent de trouver en Afrique, parce que sinon, ça peut pas perdurer. Les académies seront perdantes. Elles seront perdantes. Elles vont former des joueurs qui partiront avant de signer un contrat professionnel avec leur académie pour aller ailleurs. Maintenant, moi, j'espère que les agents, enfin l'agence qui a pris en charge Amara Diouf, fera en sorte de le protéger, de faire en sorte qu'il trouve la meilleure trajectoire possible pour sa carrière, parce que c'est un véritable talent. Ouais. C'est peut-être la future grande star du football sénégalais, et il ne faut pas que ce talent soit gâché. Absolument. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que son contrat avec Génération Foot court toujours quand même, puisque c'est jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. Mais la grande interrogation, c'est qu'aujourd'hui, il ne joue pas, il est en convalescence. Est-ce que la famille va aller au bout de ce contrat? Parce qu'il y a aussi une possibilité pour que les deux parties se retrouvent et discutent. Parce que dans l'affaire, comme le dit pas Alassane, c'est Génération Foot qui risque d'être le grand perdant. Ben, je pense qu'ils sont quand même allés assez loin dans ce conflit-là pour qu'il y ait un retour en arrière. Je ne vois pas Amara revenir, même s'il est rétabli, ce qu'on lui souhaite rapidement d'ailleurs, parce que son talent, on en a besoin pour le football africain, sénégalais et mondial. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un compromis ou une porte de sortie entre les deux. Je pense que le divorce est totalement consommé. Parce que s'il y avait cette volonté de trouver un compromis pour qu'on puisse avancer, autrement, on n'en serait pas à saisir la chambre des litiges et à aller sur la voie conflictuelle en quelque sorte de l'arbitrage qui aujourd'hui a tranché à faveur de la famille. Mais ça ouvre simplement une autre voie. Parce que c'est d'ailleurs assez bizarre les textes de la FIFA aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on permet à Chelsea, par exemple, de faire signer un contrat de 6 ans ou 8 ans à un footballeur professionnel. Même si c'est majeur, mais un centre de formation qui va investir sur un jeune, parce que Amara, c'est un cas particulier. Il est arrivé peut-être un peu plus tard à Génération Foot, mais on voit des centres de formation comme Génération Foot, Djambar et autres qui prennent des enfants de 10 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans, des pipis quasiment, qui les prennent en charge pendant 7 ou 8 ans pour en faire des footballeurs professionnels. Si ces gens-là investissent autant d'argent sur autant d'années, et que vous leur dites que c'est tous les 3 ans que vous renouvelez, si vous faites un contrat de plus de 3 ans, ils n'ont pas la garantie de rentabilité de leur investissement. Est-ce que ça, c'est protégé quelque part? Ces textes-là ne protègent peut-être les jeunes footballeurs par rapport au centre de formation, mais les académies qui mettent leurs milliards ou leurs sous dedans, leurs millions, parce qu'un joueur de ce talent-là, vous le formez sur 3, 4, 5 ans, c'est des centaines de millions de dépenses, d'investissement. Comment vous rentabilisez? En le revendant à un club. Et peut-être aussi, il y a ce fait qu'entre Génération Foot et la famille, il y a un quiproquo qui a abouti à cette situation-là, qu'ils choisissent d'aller vers d'autres structures, alors que quand même, moi je trouve qu'en général, Génération Foot fait des plans de carrière assez réussis pour ces joueurs. Parce qu'ils sont assez bien encadrés, assez bien formés. Et derrière, c'est vrai qu'ils passent tout le temps par Metz, mais le plan de carrière est assez clair. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 3 ou 4 jours de très haut niveau sénégalais, pour ne pas dire des internationaux sénégalais, qui ont une trajectoire qui leur permet de s'en sortir et de réussir de bonnes carrières. Le plus visible, c'est Sadio Mané. Mais avant Sadio Mané, il y a des Jafar Sakho, il y a Ismaël Sarr. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui de Lamine Camara, qui aurait pu signer à Barça ou dans un club anglais, mais qui est parti à Monaco parce qu'il y a ce choix-là de lui tracer une carrière où il fait une étape intermédiaire qui va lui permettre demain de signer dans un grand club où il va arriver alors qu'il est déjà mature. Parce que là, s'il partait à Arsenal ou au Barça, il ne joue pas. Le Barça va te mettre des joueurs qu'il a formés dans son centre de formation. Mais peut-être dans 2 ou 3 ans, s'il devient l'un des meilleurs milieux de terrain relayeurs du monde, il arrive dans un autre grand club, il va jouer titulaire. Donc, il y a des considérations qu'il faut prendre en compte. Maintenant, le conflit, il est là. Le retour en arrière, de mon point de vue, par rapport à la question,
je pense que ce n'est pas possible. Il faudra qu'il soit rétabli sur le plan de sa santé, c'est ça le plus important. Il va peut-être recommencer à s'entraîner seul ou quelque part, et en fin de saison, au mois de juin, à la fin du championnat, quand le contrat arrivera à terme, il signera où il voudra, parce que l'agence qu'il a récupérée aujourd'hui va chercher une plus-value. Et eux, ils ne vont pas se préoccuper de son plan de carrière. Ce qui va les intéresser, c'est l'argent. Ça va être carrément l'aspect pécunier. Et c'est là où c'est dommage comparé à une structure sénégalaise qui peut vous accompagner et vous tracer un plan de carrière qui vous permet non seulement de réussir sur le plan sportif, mais de vous faire aussi de l'argent. Parce que les joueurs qui ont eu cette trajectoire-là, qui ont été bien encadrés, que ce soit par Jambar ou Génération Foot, à un moment donné, ils ont signé dans des clubs et ils ont pu avoir financièrement une bonne situation, mais sportivement aussi réussir. Et dans le même cas, on a vu des joueurs qui ont utilisé d'autres circuits, mais dont on ne parle plus. Ils ont disparu de la carte parce que l'encadrement, le professionnalisme qui doit vous entourer. Et c'est là où il faut regretter aussi parfois l'attitude des familles qui ne se préoccupent pas peut-être pas dans le cas d'Amara, mais dans un cadre général, on voit souvent que certains parents attendent que leurs joueurs se trouvent à certains niveaux au moment où ceux qui les ont encadrés, les ont formés, ont toujours été autour d'eux, ont sacrifié de leur temps et énormément de leurs ressources pour qu'ils arrivent à un certain niveau. Au dernier moment, ils arrivent, ils essaient de s'immiscer, de tout reprendre en main. Et au lieu de bien faire, parfois, ils les entraînent dans des choix où les joueurs là derrière vont faire voir leur carrière péricliter. On peut citer énormément de joueurs sénégalais qui suscitaient de l'espoir, qu'on pensait promis à un bel avenir, à de grandes carrières de footballeurs, qui aujourd'hui ont disparu de la carte. On n'en parle même plus. Combien de jeunes joueurs de nos U20, U17 on a qualifié ici de grands talents qu'on ne retrouve plus, tout simplement parce qu'il y a ce mauvais choix de calcul. La preuve, tout à l'heure avant d'entrer ici, je parlais de Michael Ngor-Faye. Aujourd'hui, il a la chance d'être à Rennes, mais c'est un joueur qui avait disparu de la carte à cause de ces mauvais choix-là, justement. Parce que s'il était resté dans le moule où son club formateur voulait le mettre et le canevas qu'il lui avait tracé, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Il a accusé un énorme retard compte tenu de son talent et de la précocité avec laquelle on l'avait découvert. Et c'est fort dommage. Absolument. Alors, c'est justement là le danger. Lorsqu'on parle de pépites en danger, Amara, aujourd'hui, il a 16 ans, ce qui veut dire qu'il va devoir encore attendre 2 ans avant d'aller trouver peut-être un contrat, en tout cas de quitter le Sénégal. S'il rend le contrat qui le lie à Génération Foot, est-ce qu'il peut trouver un cadre bien meilleur au Sénégal que Génération Foot pour s'épanouir et progresser? Malheureusement, il y a une mafia qui est dans le football international qui peut lui permettre justement de partir du Sénégal à 16 ans. Parce que tout simplement avec la famille qui va être déplacée. Parce que c'est un petit contournement qui permet à un jeune mineur exactement, de se déplacer. Ça arrive beaucoup, surtout avec les jeunes joueurs sud-américains. On déplace la famille, on dit qu'on cherche du travail au père, à la mère. Est-ce que c'est pas ça qui a dicté le choix de C'est ce que je voulais dire, parce que non seulement il y a ça, mais le papa de Amara, dans ce domaine-là, le papa de surtout en Espagne. C'est ça, le père de Amara également. Je pense que cette agence-là a participé à ces soins médicaux. C'est vraiment de la pure corruption qui s'est passée. Parce que c'est vraiment dur pour Génération Foot. Mais il y a également une partie dont on doit parler. On se souvient du reportage de Babacar Ndaoufaï qui avait montré comment Génération Foot également forçait ses joueurs à aller avec un agent qu'eux-mêmes choisissent. Ça aussi, c'est un peu extrême, je trouve. Je trouve que sur cette affaire-là, ils ont vraiment été lésés. Mais il faut que, sur le plan juridique également, ils revoient leur posture. Et que tous les joueurs disposent de la copie de leur contrat. Mais en l'état, la Génération Foot n'a imposé aucun agent à Amara Diouf, quand même. Je veux dire, c'est pas là le problème, c'est pas posé. Ils vont aller vers ça. Leurs agents la trajectoire et tout, ça c'est quelque chose que Génération Foot, parce que je sais qu'ils ne l'ont même pas nié quand le reportage a fait un tollé ici. Je veux dire que, Aruna le rappelait, Génération Foot quand même a un plan de carrière bien tracé pour ses joueurs
Et c'est une bonne chose parce que ça, il y a quand même une belle réussite derrière ça. Et ça, ça va détériorer les relations entre Génération Foot et Metz. Là, ils viennent de perdre l'oiseau rare, quoi, depuis Sadio Mané. Et même, je veux dire, Amara, sur le plan âge, par rapport à Sadio Mané à cet âge-là, Amara est même au-dessus de ce que l'on pensait que Sadio Mané allait devenir. Ensuite, Sadio Mané a explosé naturellement, mais Amara, c'est une pépite internationale. Ce n'est pas une pépite juste sénégalaise et africaine, non, c'est une pépite internationale. Et il est clair que Metz vient de rater le coche sur ce que Génération Foot a produit de plus beau, de plus prometteur, parce que voilà, c'est juste des promesses, hein. Tout peut aller vite et voilà, le joueur qu'il aurait dû devenir, il ne le devient pas. Mais moi, je pense qu'il faut que sur le plan juridique, que toutes les académies, les clubs également, se mettent à niveau pour calibrer au niveau des âges. Maintenant, il faut les prendre à 12 ans. Celui qui n'a pas 12 ans, on ne le prend pas dans l'académie. S'il signe jusqu'à 15 ans, c'est rare qu'à part les oiseaux rares comme Amara, qu'ils explosent, parce que quand il partait au tournoi de Mohamed V, c'est là où il explose contre des académies comme l'OM, le Real Madrid et tout. Il a terminé meilleur buteur. Et je pense que Génération Foot a remporté ce tournoi-là. C'est un tournoi U18. Lui, à 14 ans et demi, 15 ans, il explosait des gamins de 17 ans. Et il s'est révélé aux yeux du monde entier. Je veux dire, s'ils font ça, à 15 ans, il y a un renouvellement pour un nouveau contrat de 3 ans que ces joueurs vont signer. Et que quand ils vont avoir 18 ans, l'académie aura, on va dire, les coups des franches pour pouvoir les transférer. Genre qu'on fasse un contrat de 3 ans renouvelable. Maintenant, si à 15 ans, des parents veulent quitter l'académie, je pense qu'ils auront toujours le droit. Parce que aussi, ce n'est pas un mariage éternel. Ouais. Même si il n'y a pas de colère dans le football. Non, mais quand même, il y a eu l'indemnité de transfert quand même, sera toujours là. Mais ça, c'est trop masse. Oui, mais justement, il faut qu'elle soit revue à la hausse aussi. Absolument. Ça, c'est après, ça dépend de la taille du transfert ou des transferts. C'est l'indemnité de solidarité qui est trop masse. Il faut que le football africain, parce que c'est le football africain qui est concerné, se regroupe pour pousser à des modifications des textes au niveau de la CAF, que cette poussée-là arrive au niveau de la FIFA. Une seule fédération ne peut pas faire cette différence-là. C'est le football africain qui est vraiment en danger, pas le football européen ou le football asiatique. Donc il faut que la fédération sénégalaise de football impulse peut-être, parce que là on parle de Amara Diouf. Mais c'est une situation qui s'est posée avec d'autres joueurs ivoiriens. Un joueur qui est passé par Chelsea, ensuite par Burnley, il n'y a pas si longtemps, qui a été dans la même situation. Son club a poursuivi l'affaire au niveau de la FIFA, parce que tout simplement, il y a du trafic qui est dans cette affaire-là. Et l'agence basée en Uruguay, ce n'est pas forcément des Uruguayens, c'est juste pour parfois... C'est la vitrine, en fait. C'est ça, exactement. C'est comme un peu dans les histoires de blanchiment. Exactement. Donc, il faut vraiment que le football africain s'organise pour se protéger. Parce que là, il est clair que les académies sont en danger. Le minimum qu'ils pouvaient avoir dans des joueurs qu'ils ont formés, comme tu le rappelles, ils ont quand même investi énormément de temps, d'argent et d'expertise pour se retrouver complètement harakiri, quoi. Ouais. Très bien. Juste une dernière question pour vous, Papa Alassane. C'est vrai, aujourd'hui, il a encore de la marge. C'est un joueur qui est très, très jeune. Il y a le travail à faire de rétablissement pour qu'il reprenne la compétition. Mais on se pose toujours des questions. Est-ce que la fédération, les fédérations, il l'a un peu brossé, ne peuvent pas à un moment donné, sur certaines questions en tout cas, mettre une politique de protection du joueur, le protéger de sa famille, mais également de ses clubs ou de tous ces prédateurs qui tournent autour de ses talents. Mais je pense que même au-delà des fédérations, c'est surtout les académies qui doivent peut-être également s'organiser pour essayer de trouver une parade à ça. Parce que sinon, c'est la mort de la formation en Afrique qui est au profit des agents qui peuvent être véreux ou pas. Et puis même tout à l'heure, c'est effectivement, moi je pense que les familles africaines, dès qu'ils voient cette porte ouverte-là, de se dire qu'on peut être déplacé en Europe en accompagnant notre fils qui est mineur, parce que c'est une loi, hein, je veux dire, après, ils vont privilégier ce moyen-là
plutôt que de laisser leur fils grandir. D'ailleurs, ce qui serait d'ailleurs leur intérêt, de laisser parce que jusqu'à présent, l'Académie Génération Foot, c'est un exemple. Je veux dire, il n'y a pas de couac. Tous les joueurs qui sont sortis, qui ont suivi le circuit que l'Académie Génération Foot leur a tracé, ils s'en sont plutôt bien tirés, à des proportions vraiment larges. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce côté pressé de vouloir coûte que coûte. Et puis ça, c'est pourquoi? C'est peut-être pour que le jeune signe dans un grand club tout de suite. En fait, en général, c'est ça. C'est pour ne pas qu'ils disent... On a eu des rumeurs de UFC Barcelone qui serait intéressé, Real Madrid. Signer dans un grand club et ne pas jouer aussi. Tout le monde n'est pas Lamine Yamal. Ils sous-estiment un peu Metz. Ils se disent que bon, on a envie de griller les étapes, alors que c'est peut-être ce qu'il faut, suivre le chemin tracé, parce que Sadio Mané, il a suivi ce chemin, il est devenu l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Je ne comprends pas. Donc effectivement, je pense qu'il faut que les académies essaient de trouver, surtout qu'on puisse augmenter les 3 ans, et pourquoi pas 5 ans, parce qu'il faut favoriser les académies. Il ne faut pas que les académies meurent. Il faut faire en sorte que plusieurs académies puissent naître, que ce soit au Sénégal et ailleurs, en se disant qu'ils peuvent avoir... C'est une loi de la FIFA. Ils ne pourront pas signer plus de 3 ans. Non, mais la FIFA, justement, si avec une pression des académies, la FIFA peut revoir les textes en Afrique, notamment avec la pression des fédérations africaines. Oui, bien sûr, appuyé par les fédérations africaines, bien entendu. Très bien. En tout cas, merci. Merci à vous, Pape Alassane Ndiaye. Merci à Ronadem et Moustapha Sadio. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés avec aux manettes Omar Ndiaye. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre club de sport.